fait, c'est un projet d'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Alors, les États-Unis et l'Union européenne, déjà, commercent énormément. Ce qu'apporte cet accord et ce qui est nouveau par rapport aux autres types d'accords qui existent déjà, c'est qu'il prévoit deux mécanismes qui sont potentiellement explosifs pour la démocratie. Un premier mécanisme qui est celui du dit mécanisme de règlement investisseur-État. C'est la possibilité laissée à un investisseur, c'est-à-dire à une entreprise, de poursuivre un État, de poursuivre une collectivité locale qui aurait pris une décision, qui aurait pris une réglementation publique, quelle qu'elle soit, qui porterait atteinte à ses bénéfices escomptés. Ou pour utiliser le jargon qui est dans le mandat qu'a reçu la Commission pour négocier, qui constituerait des mesures qui constitueraient des menaces d'expropriation ou des expropriations directes ou indirectes pour les entreprises. C'est-à-dire que tout type de réglementation, tout type de décision qui, à un moment ou à un autre, serait contraire aux intérêts des entreprises, serait contraire à ce qu'il y a dans l'accord, serait susceptible de diminuer la rentabilité de leur investissement, pourrait donner lieu à une condamnation par un arbitre international, pas du tout par un juge, mais par un arbitre international, une condamnation de l'État ou de la collectivité locale qui prendrait ce genre de décision. Ça, c'est le premier mécanisme qu'on trouve dans ce projet d'accord. Le deuxième mécanisme qu'on trouve également, c'est le mécanisme de convergence réglementaire. Le premier mécanisme concernait les réglementations qui existent déjà. Le mécanisme de convergence réglementaire concerne les réglementations à venir. Si, dans l'avenir, un gouvernement s'avise de prendre une mesure, n'importe laquelle, par exemple de protection de la population dans le domaine environnemental, social ou autre, il faudrait que cette mesure soit conforme au traité, c'est-à-dire qu'elle passe par l'approbation soit d'un comité qui serait créé, soit qu'elle passe un test de nécessité, c'est-à-dire que le gouvernement devra démontrer la nécessité de cette nouvelle réglementation au regard du traité international. Voilà. Ces deux mécanismes-là, qu'on trouve ailleurs dans d'autres traités, par ailleurs, mais que nous, à quoi on n'est pas habitué du tout, puisque ça n'existait pas jusque-là dans les traités que négociait l'Union européenne, ces deux mécanismes-là sont prévus dans ce traité-là. Et peut-être que ça va vous surprendre, il est aussi prévu dans un accord qui va être signé très bientôt, qui est l'accord Union européenne-Canada, qui va même arriver avant la conclusion d'Union européenne-États-Unis, et qui est pratiquement terminé, et qui prévoit lui aussi ces deux mécanismes. Oui, mais il me semble qu'il va y avoir une consultation, parce que l'Union européenne s'est aperçue que ça n'était pas peut-être très démocratique, que ça n'allait pas passer. Oui, alors les consultations de l'Union européenne, c'est en général, vous écoutez ce que j'ai à dire, dit l'Union, et puis une fois que vous avez dit ce que vous aviez envie de dire, et ben c'est terminé, et puis on continue de faire comme avant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une seule fois, une seule consultation de l'Union européenne qui ait abouti à un changement en quoi que ce soit, jamais, des orientations qu'elle avait déjà définies. Et de toute façon, il ne s'agit que d'une demande de la Commission de faire en sorte que les gouvernements organisent des consultations. Alors, par exemple, en France, la ministre a créé un comité stratégique dans lequel elle a invité tout le banc et l'arrière-ban des lobbies financiers, du MEDEF, des lobbies industriels. À la toute dernière minute, elle a invité 2 syndicats, parce que vraiment c'était tellement énorme que quand même on s'est dit on va mettre un petit peu quand même d'autre chose. Et à partir de là, elle estime que ça s'appelle de la consultation. De toute façon, il n'est pas question d'accepter ce genre de choses, consultation ou pas. Et il est seulement question de s'informer de ce que la société civile serait d'accord ou pas dans les 3 mois qui viennent. Mais pendant la consultation, les négociations se poursuivent. Le prochain round, comme on dit dans le jargon, une prochaine séance de négociation se tiendra le 10 mars. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure m'a complètement effarée. Et vraiment, la question qu'on peut se poser, c'est, j'allais dire, qui a intérêt à ça? Non, mais
pourquoi les gouvernements, et le gouvernement français en particulier, s'engagent-ils dans ce type de négociations? C'est fou, non? Ça correspond du point de vue du gouvernement, du point de vue de l'Union européenne, du point de vue des gouvernements, du gouvernement des États-Unis aussi, à cette idée que le bonheur est dans le libre-échange. Il n'est pas dans le prêt, contrairement à ce qu'on pense, il est dans le libre-échange. C'est-à-dire qu'on ne se sortira de la crise que nous connaissons que par cette espèce de course en avant qui consiste à piquer des marchés aux autres. Et que le développement du commerce aboutit à une espèce d'accélération de l'échange de valeurs et que cette accélération-là implique nécessairement que la richesse ruissellera sur l'ensemble des sociétés, du corps social, et que par cette espèce de miracle, le niveau de richesse générale va monter. Ce genre de théorie délirante, je l'ai entendu personnellement, aussi bien chez Christine Lagarde que chez Pascal Lamy, vous voyez. Donc, on est sur cette espèce d'idée que le libre-échange va sauver le monde. C'est comme ça, c'est inscrit dans leur logiciel intellectuel, si on peut utiliser un mot comme celui-là. Bon, ça, en tous les cas, c'est du point de vue du discours institutionnel de la part des acteurs institutionnels que sont les représentants des États. Maintenant, la réalité est très différente. La réalité, c'est que il y a un phénomène qu'on ne connaît pas assez en France, en tous les cas, qui est le lobbying. C'est une réalité extrêmement profonde. Les lobbies industriels, les lobbies financiers ont puissamment pénétré la décision publique. On le sait du côté des États-Unis, ce sont des choses qu'on connaît, on a vu des films, on a lu des études, des documentaires, tout ça on le sait. C'est exactement pareil du côté de l'Union européenne, il faut commencer à se dire ça. Et si vous faites cette petite expérience qui consiste à aller sur les sites des grands lobbies, comme par exemple le TABC, qui est un dialogue institutionnalisé entre les entreprises des deux côtés de l'Atlantique, l'ESF, European European Service Forum, qui regroupe les 80 entreprises européennes de taille mondiale, que vous regardiez ce que raconte Business Europe, qui est le MEDEF européen, la Chambre de commerce internationale. Vous pouvez, comme ça, consulter l'ensemble de ces lobbies qui, depuis des années et des années, réclament ce type d'accord, parce que ce qu'ils veulent, c'est pouvoir faire sauter les dernières réglementations qui les empêchent encore d'avoir accès à un certain nombre de secteurs qui leur échappent. Alors un certain nombre de secteurs qui leur échappent parce qu'il y a un certain nombre de décisions gouvernementales qui leur empêchent d'y accéder. On peut penser à un certain nombre de services publics, on peut penser à la protection sociale. Mais aussi de faire sauter toutes les réglementations qui les entravent, et on pense notamment, et d'abord, aux réglementations sanitaires, phytosanitaires, environnementales. Et pourquoi pas sociales? Pourquoi pas sociales? Parce que une des grandes caractéristiques de ce type d'accord, c'est que on ne sait pas jusqu'où ça va, il y a un flou. Puisque les entreprises auront la possibilité de poursuivre sur des critères qui sont extrêmement flous. Et on ne sait pas jusqu'où ça va, mais on a des exemples. Parce que déjà, ça existe dans d'autres accords. Et notamment, ça existe dans un accord qui s'appelle l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, qui regroupe Canada, États-Unis, Mexique. Et puis ça existe aussi dans une foule d'accords bilatéraux sur l'investissement. Et par exemple, dans le cadre de l'ALENA, l'Équateur a été condamné récemment à payer 1,17 milliard de dollars parce que il a nationalisé son pétrole. Occidental Petroleum a obtenu ça de la part d'un arbitrage international. On a une société qui s'appelle Lone Pine, qui est une société des États-Unis, qui par exemple dans le cadre de l'ALENA poursuit le Canada parce que le Canada a autorisé le Québec à mettre un moratoire sur l'exploitation du gaz de schiste par fracturation hydraulique sur la vallée du Saint-Laurent. Lone Pine demande 250 millions de dollars. Dans le cadre d'un accord bilatéral sur l'investissement, vous avez une entreprise, Vattenfall, qui est une entreprise, une filiale suédoise, qui réclame à l'Allemagne, dans le cadre d'un accord entre l'Allemagne et la Suède, vous voyez, on n'a pas besoin d'aller très loin,
3,7 milliards parce que Vattenfall construit et exploite des centrales nucléaires et qu'elle en a 2 en Allemagne et que la sortie du nucléaire en Allemagne, qui est une décision qu'a prise l'Allemagne, on est d'accord ou pas, mais c'est pas le problème. Eh bien, Vattenfall estime que ça lui a coûté 3,7 milliards, en tous les cas, qu'elle aurait pu gagner 3,7 milliards, et donc elle les réclame à l'Allemagne. Et elle les réclame à un arbitre, parce qu'attendez, il y a encore cet aspect-là des choses. Elle les réclame à un arbitre qu'est-ce que c'est un arbitre international? C'est un avocat, il y en a 15, il y a 15 officines comme ça à peu près dans le monde, 10 aux États-Unis, 5 en Europe, qui un coup est payé pour conseiller les entreprises, un coup est payé pour faire partie de ces organes d'arbitrage, 1 000 € de l'heure en pratique, et qui, sans être soumis ni aux règles de déontologie, ni aux règles de conflit d'intérêts, et surtout pas aux règles de droit qu'il y a dans les systèmes juridiques que nous connaissons, dira si, oui, effectivement, telle entreprise a raison de demander ou a tort de demander les dédommagements qu'elle réclame. Et donc, en fait, qui a intérêt puissamment les entreprises industrielles, les entreprises de grande exportation, les entreprises de services. Sur le plan agricole aussi, on peut dire les grands céréaliers agricoles que défend essentiellement la FNSEA, qui ne défend plus que cela maintenant, visiblement. Quand je vous écoute, je me dis, c'est pas possible, Frédéric Vial doit vraiment exagérer. Parce que vous voyez, je ne vois pas comment un gouvernement élu démocratiquement, par exemple le mien, celui de François Hollande, mais ça aurait peut-être pu être Sarkozy aussi, peut décider de finalement remettre les clés de la démocratie entre les mains des entreprises. Parce que si je vous crois, c'est dans cette direction qu'on va. Vous avez raison de pas nécessairement me croire parce que il y a un effet de sidération. C'est tellement énorme que on se dit mais qu'est-ce que c'est? Enfin, il délire. Bon, alors là, c'est très simple. On a un certain nombre de documents. C'est-à-dire, on a le document du mandat que le commissaire a obtenu de la part des États pour mener ces négociations. Et en face, on a eu le document sur lequel se base le négociateur des États-Unis. Bon. Concernant le document des négociations États-Unis-Union européenne, c'est un document qui est fuité, c'est-à-dire qu'officiellement, il n'a pas été publié. Il se trouve qu'on l'a eu par une fuite, on l'a mis sur le site d'attaque, on attend que la Commission et le gouvernement nous attaquent en disant que c'est pas vrai, jusque-là rien, donc ça doit être vrai, c'est vrai, et dans lequel il y a détaillé tout ce que je viens de dire. Il y a un certain nombre de points dans lesquels il est marqué, c'est notamment le point 23 du document sur le mandat, du mandat qu'a obtenu le commissaire. Le point 23 dit mécanisme investisseur-État. Point 4, les collectivités locales sont concernées. Vous avez comme ça convergence réglementaire, un certain nombre de points aussi qui sont... tout ça c'est dans le mandat. Et c'est tellement vrai que quand... on demande à la ministre du Commerce extérieur, Madame Brick, des éclaircissements là-dessus. Elle ne dit absolument pas le contraire. Elle dit qu'effectivement, tout ça est dans le mandat. Donc, voilà, c'est la réalité. Aujourd'hui, il faut se faire à ça. Nos représentants élus trahissent. C'est un terme qui est fort, mais c'est le terme minimal pour définir ce genre de démarche. Auprès de qui on peut agir justement? Parce que comme ça se passe au niveau européen et qu'en plus les négociations sont plus ou moins secrètes, vous avez parlé de documents fuités, comment les citoyens peuvent agir? Enfin, comment on peut demander des comptes, essayer de faire engager le débat voilà, au niveau européen, au niveau national? Enfin, ça pose aussi plein de questions. Oui, la voie est extrêmement étroite pour cela. Sur le plan institutionnel et strictement institutionnel, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que, à la fin de la négociation, le Parlement européen sera appelé à ratifier. Et pas le Parlement national.
On ne sait pas encore ça, il y a des chances qu'il y ait aussi chacun des parlements nationaux. Ça va dépendre de la qualité de l'accord, je ne vais pas rentrer trop dans le technique, mais en gros, si cet accord porte sur uniquement l'investissement et le commerce, il passera seulement au Parlement européen. S'il y a d'autres aspects qui sont traités dans cet accord, il y a toutes les chances de penser que d'autres aspects vont être traités, alors il faudra une ratification nationale. Bon, donc on est au moins sûr qu'il passera au niveau du Parlement européen. Mais là, évidemment, au niveau du Parlement européen, ça va être oui ou non. Voilà. Et on sait bien que, globalement, comment dire, vu l'état des rapports de force actuellement dans les pays, on peut penser que le Parlement européen, en tous les cas actuels, c'est sûr, le suivant, on verra bien, qu'il n'est pas nécessairement anti-libre-échange, pour le dire de manière gentille. Ceci dit, je vous ferai remarquer que lorsque l'ACTA, l'accord sur la contrefaçon, l'accord de libre-échange sur la contrefaçon, est passé l'année dernière devant le Parlement, une mobilisation très forte a permis qu'il soit boulé parce qu'il y avait des problèmes, notamment de liberté sur Internet. Et là, il y avait une mobilisation très forte. Donc déjà, il y a cet aspect-là des choses, il y a ce passage devant le Parlement. On sait bien que ce ne sera absolument pas suffisant. On sait bien qu'il faut avant monter dans l'opinion que les gens soient au courant. Alors, on a créé, on est quelques-uns, enfin on est pas mal d'organisations à avoir créé un collectif qui s'appelle Top TAFTA, qui se fixe comme objectif de faire monter ça dans l'opinion en faisant des débats publics, des interviews, etc. Mais aussi, ce qu'on a l'intention de faire aussi à ATTAC, c'est une campagne longue, de long terme, qui ressemble un peu à ce qui s'est fait au moment de l'accord général sur le commerce des services à l'OMC, c'est-à-dire demander aux élus locaux de se positionner comme ils sont concernés. C'est non seulement pour que les élus locaux soient informés, puisqu'ils ne le sont pas plus que les autres, mais aussi parce que c'est l'occasion d'un débat public et c'est l'occasion d'informer les populations, en plus des élus locaux. Et donc on veut demander aux élus locaux de dire pas eux personnellement, mais leur collectivité locale qu'ils représentent, la collectivité qu'ils représentent, se manifeste contre les conséquences de cet accord, même si ce n'est qu'une décision politique, pas réglementaire. Donc on a l'ambition de faire ce genre de choses. Mais en même temps, il va falloir aussi aller beaucoup plus loin que ça, parce que la menace est réellement tout à fait sérieuse, il va falloir dans un premier temps faire bloquer la ratification de l'accord, d'un autre accord qui va arriver avant l'accord Union européenne-États-Unis, qui est l'accord Union européenne-Canada. Parce qu'on parle accord Union européenne-États-Unis, mais il y en a un là qui va arriver dans les mois, peut-être les semaines qui arrivent devant le Parlement, en tous les cas très vite après son élection, qui est l'accord Union européenne-Canada, qui prévoit exactement les mêmes mécanismes. Donc on a déjà cet objectif, faire bloquer au Parlement l'accord Union européenne-Canada. Et à cette occasion, faire monter ça dans l'opinion pour éviter que soit ratifié cet accord Union européenne-États-Unis. Parce que là, effectivement, si nous n'y parvenons pas, on voit tout de suite le caractère difficile de la situation dans laquelle nous serons, si jamais nous n'y parvenions pas. Mais en même temps, c'est tout à fait gagnable parce que c'est véritablement quelque chose qui est tellement odieux et tellement antidémocratique que nous avons réellement des chances de l'emporter. Sans compter que nous sommes déjà organisés au niveau européen et que du côté des États-Unis aussi, il y a des réactions fortes. Parce que ça fait 20 ans qu'ils sont sous l'ALENA, donc ils savent de quoi il est question, et eux aussi réagissent très fortement. J'essaye toujours de me dire que quand même, c'est pas possible que ce type de choses soit défendu. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Union européenne et les USA souhaitent réaliser un accord dans lequel il n'y aurait pas les mécanismes dont vous parlez? Parce que ce sont plutôt les mécanismes dont vous parlez qui semblent odieux, plus que l'éventualité d'un accord de libre-échange qui n'aurait pas ces mécanismes-là. C'est-à-dire qu'un accord de libre-échange qui n'aurait pas ces mécanismes n'apporterait rien de plus à la situation déjà actuelle. Les États-Unis et l'Union européenne commercent intensément déjà entre eux.
Ce qui d'ailleurs est aussi un des arguments pour justifier, entre guillemets, hein, du point de vue des libéraux qui nous gouvernent, pour justifier ce type d'accord. Parce que déjà, le commerce est florissant entre les États-Unis et l'Union européenne. Alors évidemment, on peut trouver le moyen encore d'harmoniser, de faire des accords techniques divers et variés. Ça, c'est toujours possible d'améliorer les choses de ce point de vue-là. Mais déjà, c'est massif, les échanges commerciaux. Non. Véritablement, ce qui est recherché, ce n'est pas tant un accord de libre-échange que les moyens donnés aux entreprises de définitivement mettre au rencard les principes démocratiques. Et là, on est dans quelque chose qui est un changement, je dirais, politique majeur auquel contre lequel il faut s'armer, contre lequel il faut combattre.